Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un exercice qu'on retrouve beaucoup en histoire-géographie et qui peut porter plusieurs noms. Parfois, on l'appelle le paragraphe argumenté, la dissertation, la composition, la question problématisée. Eh bien, en fait, tous ces exercices se ressemblent énormément. C'est juste la taille, la longueur ou l'intitulé de la question qui va faire qu'on va l'appeler de tel ou tel nom. Mais c'est tout ça, c'est la même méthode et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui euh, dans cette vidéo. Alors, quand vous avez ce type d'exercice, déjà, il faut que vous compreniez ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que le correcteur qui vous lit, le professeur, attend dans ce type d'exercice? On attend plusieurs choses. Déjà, on attend de la clarté. Ça veut dire que vous devez expliquer clairement les choses comme si vous parliez à quelqu'un qui ne connaissait pas. Ensuite, on attend un esprit de synthèse, c'est-à-dire que ça synthétise soit le cours, soit une partie du cours, soit des documents que vous avez vus qui vous ont apporté des informations et que vous devez synthétiser. Mais voilà, ça doit reprendre plusieurs idées sous une forme de synthèse. Mais on attend aussi de la hiérarchisation, c'est-à-dire qu'on ne met pas toutes les informations n'importe comment. Il y a un ordre qu'on doit suivre. On attend donc aussi de la catégorisation, c'est-à-dire qu'on va créer des catégories. Il ne suffit pas de mettre un ordre particulier, il y a des catégories qui doivent être travaillées et logiques. On attend bien sûr des connaissances, puisqu'on attend que vous redonniez un maximum de connaissances qui est lié à la question qu'on va vous poser. Et on attend de la cohérence. Bien sûr, ça doit vouloir dire quelque chose, ça doit être cohérent, il doit y avoir comme un fil conducteur de votre exercice. Alors, il y a 3 étapes quand vous allez faire cet exercice qu'on doit retrouver dans votre copie. Première étape, c'est l'introduction, ensuite le développement et la troisième étape, la conclusion. La partie qui va prendre le plus de place est bien sûr le développement. Alors, on n'écrit jamais un paragraphe argumenté ou une composition comme ça d'un coup. Il y a un gros travail au brouillon. Et le plus important, c'est le travail au brouillon parce que la rédaction, c'est long, c'est chiant, mais c'est pas dur à faire. D'accord? Le gros travail, le plus gros du travail, le plus difficile, c'est le travail au brouillon. Donc vous devez passer du temps sur votre brouillon pour faire ce travail. Alors, on va voir comment le faire. Donc voilà une petite fiche méthodologique. Je vais vous remettre la fiche méthodologique, je vais vous remettre le lien dans la description où vous pouvez trouver mes fiches méthodologiques. Alors, d'abord, on réfléchit à l'introduction, c'est-à-dire qu'on doit toujours se poser des questions qui vont me permettre de bien définir mon sujet. Et pour ça, il faut se poser toujours 4 questions. Qui, quoi, où, quand. Toujours ces 4 questions-là, mais parfois il n'y aura pas de réponse. Donc s'il n'y a pas de réponse, vous mettez rien, vous mettez un ensemble vide. D'accord? On travaillera tout à l'heure un exemple pour que vous compreniez vraiment, parce que le mieux quand on apprend, c'est d'avoir un modèle. Voilà. Donc on se pose les questions qui, quoi, où, quand. C'est les 4 premières choses à faire quand vous avez ce type de questions, quand vous avez un paragraphe argumenté. Ensuite, on vous demandera de trouver une problématique ou d'écrire une problématique. Cette problématique, pour pouvoir bien la faire, il faut d'abord qu'on fasse le sujet. Il faut d'abord qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sujet, qu'est-ce qu'on va faire comme plan, quelles sont les idées. Donc on la laisse de côté, la problématique, et puis on la réécrira après. Mais il faut savoir bien sûr qu'elle est dans l'étape introduction. Ensuite, eh bien, il faut trouver un plan, puisqu'on a dit qu'il faut catégoriser et hiérarchiser. Donc, il faut un plan. Eh bien, c'est très simple. On prend sa feuille de brouillon et on met toutes les idées qui nous viennent, ce qu'on appelle en anglais un brainstorming, tempête de cerveau. D'accord? Toutes les idées qui vous viennent sur votre sujet, vous les mettez au brouillon avec des petits tirets. Et si vous avez des exemples à côté précis, vous pouvez ajouter à côté de votre idée un exemple précis. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez des couleurs, vous prenez des stabilos ou des stylos de couleurs, et vous mettez ensemble, vous prenez 2 ou 3 couleurs, vous mettez ensemble ce qui va ensemble pour arriver à faire des parties. D'accord? Il doit se dégager à la fin 2 ou 3 parties. Et attention, un plan ne se trouve pas forcément du premier coup. Vous allez parfois stabiloter avec des couleurs, vous rendre compte que ça va pas, ça manque soit de cohérence, soit de logique, soit de hiérarchisation, et vous allez modifier vos couleurs ou votre système, hein, d'accord? Et il y a plusieurs plans possibles quand on fait un paragraphe argumenté ou une composition. Vos parties doivent absolument être équilibrées, elles doivent être cohérentes, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne fait pas des parties comme ça, tiens, ça va ensemble, ça va ensemble, des espèces de trucs poubelles, il doit y avoir une cohérence entre vos parties. Et bien sûr, elles doivent être hiérarchisées, c'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez vos parties, il faut choisir laquelle je mets en 1, 2 et 3. Et souvent, c'est le plus évident qu'on met en premier, d'accord? Et le plus réfléchi en troisième, enfin en deuxième ou troisième.
Alors, une fois que vous avez fait ça, vous écrivez votre plan. Hein, donc, vous montez votre plan, vous écrivez le titre du grand 1 et du grand 2, du grand 3. C'est toujours 2 ou 3 parties, jamais 4. Et ensuite, vous écrivez vos sous-parties si c'est une composition, si c'est quelque chose où ça demande vraiment d'écrire beaucoup de pages. Si c'est un paragraphe argumenté, juste des grandes parties, déjà, c'est très très bien. D'accord? Mais vous pouvez, voilà, faire des sous-parties, ça sera. Plus vous allez détailler, plus ce sera facile à rédiger. Donc vous mettez les titres de vos sous-parties et les idées à l'intérieur. On va voir pour l'exemple, vous verrez, ce sera plus clair. Voilà, vous remplissez votre plan. Une fois que vous avez trouvé tout ça, eh bien, il faut trouver la fameuse problématique. Alors, pour la problématique, il y a deux possibilités. Si vous êtes en troisième, ou en CAP, ou en BP, euh, vous n'avez pas besoin de réfléchir à une problématique plus évoluée que ça. Vous pouvez simplement reprendre votre question et mettre il s'agit de se demander et le titre de votre sujet. Si par exemple vous avez euh, les pouvoirs du président de la République, vous mettez il s'agit de se demander quels sont les pouvoirs du président de la République. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des problématiques bateau, c'est pas gênant par rapport à ce qu'on vous demande de savoir. Par contre, si vous êtes au lycée, donc seconde, première terminale, s'il vous plaît, on va essayer de sortir un peu du lot et de faire une problématique qui soit unique, c'est-à-dire qui défende, il manque une lettre, qui défende un point de vue qui soit unique et qui ne fonctionne que pour ce sujet-là. Je vous montre tout à l'heure sur l'exemple comment on fait. Donc voilà, maintenant que vous avez votre problématique, vous allez pouvoir travailler votre conclusion. Donc la conclusion, c'est très simple, il suffit de reprendre les idées que vous avez mis dans votre développement, vous les redites, vous les résumez, d'accord? Et ensuite, si vous le pouvez, je vous conseille de faire une ouverture sur votre sujet, c'est-à-dire une phrase qui va lier le sujet soit à un autre chapitre ou qui va amener une question vers l'avenir ou qui va permettre d'étendre le sujet. C'est bien vu de faire une belle ouverture. Par contre, si vous faites une ouverture toute vraiment mauvaise, c'est pas obligatoire l'ouverture. C'est-à-dire, vaut mieux ne pas faire plutôt que d'en faire une pourrie. D'accord? Mais tentez, hein, tentez-le, et c'est comme ça qu'on apprend, tentez de faire des ouvertures. Alors allez, on se fait un vrai sujet comme ça. Vous voyez vraiment ce que ça donne sur un vrai sujet, parce que pour l'instant c'est du blabla. Allez, j'ai essayé de prendre un sujet qui va à peu près à tout le monde, c'est-à-dire les CAP, les BP, les gens qui sont au lycée, les troisièmes, tout le monde est capable à peu près de faire ce sujet parce que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. D'accord? Donc, c'est un sujet que j'avais donné à mes élèves de première il y a quelques années quand c'était l'ancien programme. C'était donc la guerre dans la première moitié du XXe siècle, 1914-1945, civile, violence et anéantissement. C'était un vrai sujet de dissertation. Alors, donc première étape, il faut me rappeler ce qu'il faut faire. Il faut se poser les 4 questions. Donc, on y va. Introduction, 4 questions. Qui, quoi, où, quand. Alors, qui? Dans mon sujet, il n'y a rien. C'est marqué les guerres au XXe siècle, civils anéantis. À la limite, on pourrait mettre les civils. Mais bon, il n'y a pas de qui, ça ne parle pas de quelqu'un en particulier. Donc, je mets un ensemble vite. Quoi? Ça parle de quoi? Ça parle des guerres. Je vais devoir donner la définition d'une guerre. D'accord? C'est une lutte armée entre États. D'accord? Je vais donner la définition de guerre. Ensuite, je vais donner la définition de civil, donc les personnes qui ne sont pas au front, hein, qui sont à l'arrière. Ensuite, je vais donner la définition de violence. Et ensuite, je vais donner la définition de anéantissement, c'est-à-dire éradiquer complètement quelqu'un. D'accord? Ensuite, où? Eh bien, là, je vois que ce sont les guerres mondiales, on me parle des guerres du XXe siècle, donc je vais préciser que ce sont des guerres mondiales. Et quand? On me dit 1914-1945, il ne suffit pas de dire ça dans l'introduction. Il faut expliquer que j'ai compris ce que c'était que ces dates. Donc je vais le dire. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Et inversement, quand vous avez un sujet où on vous dit le bilan de la Seconde Guerre mondiale, c'est à vous dans l'introduction de donner les dates. D'accord? Voilà. Donc j'ai fait mes 4 questions. Ensuite, je fais mon brainstorming, toutes les idées qui me viennent en tête sur euh, les guerres du XXe siècle, civiles, violence, anéantissement. Donc je cherche tout ce qui me vient à l'esprit, je mets toutes mes idées et après je prends mes stabilos et je vais mettre mes couleurs. Alors, toutes les idées qui viennent. Première Guerre mondiale, le nombre de morts de la bataille de Verdun. Première Guerre mondiale, les civils qui travaillent les femmes qui travaillent dans les usines, dans les champs. Sur la violence, il y a la grande boucherie. Le fait qu'il y ait eu les gueules cassées, hein, des gens qui étaient complètement défigurés après la Première Guerre mondiale, les gens qui ont été traumatisés, des gens qui ne parlaient plus. Seconde Guerre mondiale, on peut parler bien sûr des civils, puisque c'est la première guerre de l'histoire où il y a plus de civils qui sont morts que de militaires. On peut parler dans l'anéantissement, bien sûr, des génocides, donc le génocide
arménien pendant la Première Guerre mondiale, le génocide juif, le génocide tzigane pendant la Deuxième Guerre mondiale, le racisme, etc. On peut parler des violences avec les nouvelles armes, le gaz moutarde pour la Première Guerre mondiale. Enfin, vous voyez, vous mettez tout ce qui vous vient. Et une fois que vous avez tout, vous mettez des stabilos, vous essayez de trouver des parties de ce qui va ensemble. Moi, je vais vous proposer deux types de plans. On pourrait reprendre totalement un plan chronologique et faire 1. Première Guerre mondiale, 2. Deuxième Guerre mondiale. C'était le plan du cours de mes élèves. Donc s'ils pouvaient totalement reprendre exactement le plan du cours. Et là, ils mettaient une guerre brutale, une violence omniprésente, des traumatismes profonds. Et puis là, ils mettaient la guerre d'anéantissement qui touche les civils et le génocide. Ça rentrait. C'était pas hors sujet de reprendre le plan du cours et de faire ce plan-là. C'est un plan chronologique qui suit la chronologie. Souvent en histoire, ça passe bien. Mais on peut faire un autre plan. On peut faire un plan thématique. Parce qu'ici, on avait civil, violence, anéantissement. Donc on pouvait tout à fait, c'est un plan thématique, c'est même analytique, puisqu'on analyse les termes du sujet. On peut faire un autre type de plan où on va mettre les civils, les violences, et en troisième partie, l'anéantissement. Et ensuite, à l'intérieur, je vais faire mes sous-parties. Là, je vais mettre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale pour les civils. Ici, je vais mettre les violences liées aux armes. Ici, je vais mettre les destructions. Ici, je vais mettre les traumatismes. Et puis dans l'anéantissement, je mets le génocide arménien, le génocide juif et le racisme nazi, par exemple. Vous voyez? Et à l'intérieur, c'est mes idées sur lesquelles j'avais mis des couleurs. Regardez, par exemple, si on prend la Première Guerre mondiale, eh bien, on va mettre la guerre totale qui touche donc les civils, le rationnement, les femmes dans les usines, les marraines de guerre, les propagandes pour l'effort de guerre, etc. Si je prends la violence, eh bien ici je vais avoir les guerres des tranchées, les conditions de vie difficiles, la bataille de Verdun qui était très violente, les différentes armes, les gueules cassées, la brutalité par rapport aux conventions de Genève. Je peux mettre Pearl Harbor, c'était très violent puisque c'était une surprise et c'était contre les lois de l'époque, la loi militaire, le code militaire, d'accord? Le nombre de morts unique au monde avec 10 millions sur la Première Guerre mondiale, 50 millions sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, tout ça, j'essaie de le caler pour que ça rentre dans mon plan. D'accord? Donc ici, voilà, j'ai une première partie des guerres qui touchent les civils, une deuxième partie sur les violences, une troisième partie sur l'anéantissement. Et là, je mets les génocides arméniens. Là, je vais mettre ce que j'ai vu sur le cours sur les génocides et le racisme. Voilà, vous pouvez prendre le temps de regarder, de lire ces plans. Vous pouvez prendre le temps aussi de mettre pause, de faire votre exercice vous-même et après de regarder la correction pour voir ce que ça donne. Et bien maintenant, je peux penser à ma problématique. Maintenant que je sais tout ce que je vais mettre dans mon sujet, je vais faire une problématique. Alors si je suis en troisième CAP ou BP, eh bien je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, bateau, tout simple, on ne se prend pas la tête. Il s'agit de se demander, et je mets le sujet, en quoi les guerres de la première moitié du XXe siècle touchent les civils et sont des guerres violentes d'anéantissement. C'est tout. Le professeur ne vous demandera pas plus que ça. Si vous êtes au lycée, là, il va vous demander une problématique unique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est unique dans les guerres du XXe siècle. D'accord? Qu'est-ce qui est unique? Eh bien, c'est que c'est les guerres les plus violentes et les plus destructrices de toute l'histoire de l'humanité. Donc, je mets ça. Il s'agit de se demander ce qui fait des guerres du XXe siècle, les guerres les plus violentes et destructrices de l'histoire de l'humanité. D'accord? Unique, c'est par exemple, pour que j'aimerais que vous compreniez bien ça, c'est par exemple si je vous dis bilan de la Seconde Guerre mondiale et que vous me faites comme problématique quel est le bilan de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas unique. Parce que si je vous avais demandé la guerre du Vietnam, vous m'auriez fait la même question. Quel est le bilan de la guerre du Vietnam? Il faut que votre problématique, elle soit unique. Donc il faut que vous vous disiez, c'est quoi qu'est-ce qui fait que c'est original la Seconde Guerre mondiale au niveau du bilan? Bah, c'est la guerre la plus destructrice. Donc je mets ça comme problématique. Qu'est-ce qui fait que c'est la guerre la plus destructrice? Pareil, si je vous mets un sujet, le tourisme en France, il ne faut pas me mettre qu'est-ce que le tourisme en France? Si je vous avais demandé l'Italie, vous m'auriez dit qu'est-ce que le tourisme en Italie? Il faut me dire qu'est-ce qui fait de la France la première destination touristique au monde? Ça, c'est unique. Vous voyez un petit peu? Et ça met du cachet à votre copie plutôt que de faire une problématique bateau. D'accord? Ça va rehausser le niveau de votre copie. Et bien maintenant, on passe à la rédaction. Je vous ai dit tout à l'heure, la rédaction c'est long, c'est chiant, c'est sûr, mais c'est pas difficile. Une fois que vous avez fait tout votre squelette, que vous avez mis vos parties, vos sous-parties, puis vos idées, il y a juste à suivre. Vous allez voir, juste à suivre. Donc, il y a 4 étapes dans l'introduction. Vous pouvez faire une amorce. Une amorce, c'est une petite phrase qui lance votre sujet sans spoil, qui lance votre sujet, mais c'est pas forcément obligatoire, d'accord? Donc, si vous êtes au lycée, vous le faites. Les autres, c'est pas forcément obligatoire. Donc, vous pouvez faire une amorce. Ensuite, vous posez bien vos questions qui, quoi ou quand. Vous les remettez bien dans votre introduction. Vous écrivez votre problématique avec il s'agit de se demander, et puis vous annoncez votre plan. Donc, ça donne ça. Le XXe siècle est souvent qualifié de siècle de la guerre.
Bah voilà, ça c'est mon amorce. Ok. En effet, les luttes armées entre États ont été nombreuses et inédites, donc je définis guerre. 1914 marque le début de la Première Guerre mondiale, une petite faute, c'est pas grave. Et 45, la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc je définis mon camp. Ces deux guerres totales sont d'un genre nouveau dans l'histoire militaire. Elles vont engager de nombreux pays à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète, je définis mon où. Et toucher pour la première fois de nombreux civils, donc là je définis civil. Ensuite, Oula, plein de fautes. Ces guerres vont marquer l'histoire également par la violence physique et psychologique, donc je définis pas violence, mais je montre qu'il y a deux types de violence. Enfin, elles vont mettre à jour la volonté d'anéantissement, donc j'explique ce que c'est, assez peu présente jusque-là. Ma problématique, il s'agit donc de se demander ce qui fait de la guerre du XXe siècle les guerres les plus violentes et destructrices de l'histoire de l'humanité. Et après, j'annonce mon plan. Dans une première partie, il s'agira d'étudier l'impact sur les civils. Dans une deuxième partie, qu'on vient de voir la violence de ces guerres. Et puis, pour finir, il faudra s'intéresser à la volonté d'anéantissement présente dans ces conflits. C'est tout. Amorce, qui, quoi ou quand, problématique, annonce du plan. Vous vous basez sur ce modèle. Aidez-vous de ce modèle si vous voulez. Quand vous avez, pareil, je vous mettrai le lien pour retrouver la feuille avec le modèle pour quand vous rédigez. Hein. Appuyez-vous sur un modèle quand vous vous entraînez, c'est important. Et puis ensuite, je vous montre un modèle de développement. Comment on développe? Eh bien, on explique déjà dans quelle partie on est. Donc, dans une première partie, il s'agit donc d'étudier comment ces guerres ont touché les civils. Vous vous souvenez, c'est la première partie sur les civils, elle est en deux sous-parties. Il y a Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc, je reviens à la ligne pour montrer que c'est ma sous-partie. Mon A. Il convient tout d'abord, ça permet de comprendre au correcteur qu'il va y avoir après une deuxième partie, d'accord? De voir que la Première Guerre mondiale, et voilà. Ensuite, je vais dire tout ce qu'il y avait dans ma petite sous-partie. Donc, en effet, cette guerre a touché les civils puisqu'on a parlé de guerre totale. La totalité du pays était tournée vers l'effort de guerre. Toute l'économie est fixée sur cet objectif. Ça, c'était la première chose qu'il y avait dans mes petits tirets. Deuxième petit tiret, on me dit qu'il y a des rationnements. Donc je mets. On sait qu'il y a eu des périodes de rationnement pour être sûr que tout le pays, ainsi que les soldats sur le front, pourraient survivre. Hein, je suis claire dans ce que j'explique. De plus, dans les usines et dans les champs, les femmes viennent remplacer les hommes, qui sont presque tous partis sur le front. On voit des femmes conduire des bus, ramoner des cheminées, faire les moissons, fabriquer des armes. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans une vidéo en cours. Bah, il faut le mettre. Hein, vous l'avez vu, vous vous en souvenez, vous le mettez. Les femmes ont également été mises à contribution en tant que marraines de guerre. Vous expliquez ce que c'est. Elles devaient entretenir une correspondance avec les soldats qui n'avaient pas de famille pour tenter de leur faire garder le moral. À la fin, on parle aussi de la propagande. Donc, de plus, la Première Guerre mondiale a également touché les civils par la propagande de guerre. Les journaux étaient censurés, il y avait des affiches, notamment pour inciter les personnes à participer à l'effort de guerre et à faire des dons. Les civils participaient donc à l'effort en donnant de l'argent. On voit bien ici que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Et vous voyez, je fais une petite conclusion à la fin. Hein, je résume un petit peu mon truc. Mais vous avez vu, c'est pas difficile, vous êtes capable de faire ça. Une fois que vous avez vos idées, 1. Les femmes dans les usines. 2. Le rationnement. 3. Les marraines de guerre. 4. La propagande. Et ben voilà, vous expliquez simplement avec vos mots, de façon claire, comme si vous expliquiez à quelqu'un qui connaît rien, un extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre. Vous lui expliquez ça. Ensuite, vous allez à la ligne pour montrer que vous faites un petit alinéa pour montrer que c'est votre deuxième sous-partie. Nous pouvons aussi trouver des civils dans la Seconde Guerre mondiale. Et hop, après, c'est parti, vous rédigez. Si vous savez faire ça une fois, vous savez le faire 9 fois. Hein. C'est pas un problème. Voilà, vous rédigez comme ça. Basez-vous sur ce modèle. Ensuite, n'oubliez pas de rédiger ce qu'on appelle des transitions. Des transitions, c'est juste une petite phrase qui est entre les grandes parties, entre le grand 1, le grand 2, le grand 3, d'accord, qui vous permet de conclure un peu l'idée et d'introduire la partie d'après. C'est tout. C'est aussi simple que ça, une transition. Pensez-y. D'accord? Donc, exemple, transition, j'ai fini ma première partie sur les civils. Nous avons donc vu que les guerres du XXe siècle touchent les civils. Ensuite, j'ai introduit la partie d'après qui est sur les violences. Cependant, ces deux guerres se démarquent également par leur violence. C'est tout. C'est aussi simple que ça, une transition. D'accord? Une fois que vous maîtrisez tout ça, vous pourrez faire des choses un peu plus jolies, un peu plus travaillées. Mais au départ, il faut rester scolaire. D'accord? Pour la troisième partie, vous allez me dire, il n'y a pas de partie derrière. Donc il faut juste faire une petite conclusion. On n'introduit pas la partie d'après. Conclusion partielle. Et après, à la fin, on refait sa grande conclusion qu'on va voir. Donc la grande conclusion dans laquelle on résume tout. Et ensuite, on fait une ouverture. Je vous montre toujours un modèle. Voilà ici, vous avez votre conclusion. Donc, nous avons donc étudié différents points communs entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ces deux guerres ont pour la première fois touché les civils. Donc, je redis ma première partie. Ces guerres se démarquent également par leur grande violence, que ce soit au front, par les armes, les destructions massives, les traumatismes. Voilà, je résume ma deuxième partie. Enfin, troisième partie, ces guerres ont mis en avant une certaine volonté d'anéantissement qui ne s'était pas vue
UE, c'est mieux, dans les autres conflits de l'histoire. On a atteint notamment avec la Seconde Guerre mondiale un paroxysme avec la volonté d'anéantissement avec le crime contre l'humanité. Voilà, ça c'est ma troisième partie. Ainsi, la qualification de siècle de guerre semble adéquate pour parler du XXe siècle. Et là, je fais mon ouverture. D'autant plus que d'autres conflits vont voir le jour après 45, eux aussi inédits dans leur forme. C'est-à-dire qu'on s'arrête à 45, mais le siècle de guerre, il est justifié, puisqu'après, il va y avoir la guerre froide et encore plein d'autres conflits, qui sont aussi des conflits d'ordre nouveau. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait un paragraphe argumenté, une composition, une dissertation, une question problématisée. C'est la même méthode à chaque fois, même combat. D'accord? La clé, vraiment, si je peux vous donner un conseil, la clé, c'est l'entraînement. On ne devient pas bon à cet exercice comme ça. Il faut en faire, en faire, en faire, en faire, en faire. D'accord? Donc il faut vous entraîner. Demandez à vos professeurs des sujets ou sinon vous en avez plein sur Internet. Prenez des sujets, entraînez-vous. Vous avez des sujets de bac, vous avez des sites sur lesquels vous avez tous les E3C où vous avez les questions problématisées. Les BP, vous avez plein de BP blancs sur Internet. Voilà, les troisièmes, il y a plein de brevets blancs, c'est pareil. Donc vous pouvez vous entraîner à faire des questions problématisées. Dans les anabacs aussi, vous trouvez des choses. Donc entraînez-vous. Pas forcément en faisant tout, mais simplement entraînez-vous déjà à faire des plans. Sortir des sujets, trouver des plans. Ça, c'est le plus important. Voilà, une fois que vous serez entraîné, vous verrez que vous serez bon à cet exercice et bon pour les examens. Alors, c'est un exercice qui fait un peu peur, mais vous allez voir que vous allez le retrouver dans d'autres matières. Vous allez le retrouver en français, vous allez le retrouver en dissertation avec des petites différences, des petites nuances, mais c'est à peu près la même idée. C'est un exercice qui fait peur, mais c'est un exercice qui est important parce que ça vous permet de structurer votre pensée, de structurer vos idées et de démontrer quelque chose. Et ça, dans la vie, eh ben, c'est important après, même si vous ne rédigerez pas des dissertations, vous argumenterez des choses pour convaincre des gens, vous expliquerez des choses à vos employés ou à votre patron. Donc, c'est quand même des exercices qui sont importants et quand on commence à les maîtriser, on y prend de plus en plus de plaisir. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à aller regarder pour retrouver les fiches et puis à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire de méthodologie. Voilà, je vous dis ciao!